Salut les amis, on est là pour parler de Michael DeVoe, qui est un chouchou de longue date du présentateur de ce podcast et qui a donc réussi finalement à attirer la lumière sur lui et à en faire un portrait de drafté pour ce nouvel épisode qui nous mène petit à petit vers la draft. Vous avez sur notre site le Big Board qui est sorti, donc le classement de nos meilleurs prospects. Michael DeVoe n'est pas dans le top 30, mais il se pourrait qu'il ne soit pas très très loin. On va voir évidemment ses qualités, ses défauts, sa carte d'identité dans un premier temps, et puis ensuite on va poser les questions sur sa projection dans la deuxième partie. Et pour ça, un trio de choc, puisque nous avons Alan, Ben et Steve. Salut messieurs. Bonsoir à tous. Salut Alex. Salut. Alors, Michael DeVoe, j'ai pas trouvé de vanne à faire sur son jeu de mots, mais je compte sur vous, j'ai pas trouvé de jeu de mots à faire sur son patronyme. Je compte sur vous pour la suite du podcast. En attendant, on va lancer le générique tout de suite. Carte d'identité, Michael DeVoe, joueur de Georgia Tech. Steve, c'est toi qui t'occupes de nous présenter le parcours de ce monsieur. Qui est-il? Quel âge a-t-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il a un chien? Voilà. Donc Michael DeVoe, comme tu l'as dit, il joue au Yellow Jackets Georgia Tech. C'est un arrière, il est dans sa 4e année, donc c'est un senior. Il est né le 17 décembre 1999 à Orlando, Floride, dans la ville du Magic. Il a commencé le basket à 9 ans. Il fait 3 années de high school à Orlando, à la Oak Ridge, et sa dernière année à Monteverde, voilà, toujours en Floride, où il va côtoyer notamment R.J. Barrett, Philippe Petrusev ou Andrew Nembhard. Il finit champion national en étant vaincu 35 victoires pour 0 défaite. Recrue 4 étoiles, il commit au Yellow Jackets, où au fur et à mesure, il est devenu un des joueurs les plus importants de l'équipe pour être aujourd'hui le leader de cette équipe. Il a un oncle, Jason McGriff, qui a joué à South Alabama et qui a été pro en Suisse, voilà, pour le background un peu sportif. Oh, ça c'est beau, hein. Fallait le trouver, l'oncle qui a joué en Suisse. Tu sais dans quelle ville de Suisse ou pas? Ah, je peux trouver. Ok, tu nous prends ça pour plus tard. On sait de qui on parle, ça c'est très bien. On sait qu'on parle d'un joueur poste 2-3, mais on va parler de son corps. Et ça, c'est Ben qui s'en occupe. Ben, que nous dit le corps de Michael DeVoe? En termes européens, Michael DeVoe est 1m96, 89 kg. En américain, ça veut dire 6 pieds 5 pouces et 191 livres. Je n'ai pas son envergure ni son standing reach, ce qui est un peu moins grave de son côté. Mais j'ai une information intéressante ici, c'est un gaucher. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus rare, donc qui est un peu plus difficile à défendre, ce qui est vraiment une carte intéressante pour lui en NBA. Pas un énorme athlète, je le trouve. C'est pas quelqu'un qui est explosif, pas quelqu'un qui a une grande verticalité. Il n'est pas mauvais horizontalement, il se déplace bien, il bouge vite, mais on ne parle pas ici de quelqu'un qui défonce les anneaux, là. Puis ça, c'est correct. Puis il a 22 ans, donc pas un gros passé de blessure non plus. La plus grosse période de temps qu'il a pris, c'est quand il était dans les protocoles COVID de Georgia Tech l'année dernière, et il n'avait pas la COVID. C'était juste une mesure préventive. Il avait testé négatif la première et la deuxième fois. Donc, on a ici, avec Michael DeVoe, un profil physique qui est, ma foi, très standard, très commun, qui ne se démarque pas, mais comme on va parler plus tard dans le podcast, c'est pas à cause de ça qu'on va le drafter, c'est surtout pas à cause de son physique. Effectivement, Ben, tu as raison, et nous avons l'information, Steve. Est-ce que tu peux me redonner le nom de la commune? Je suis en train de Google Maps et tout ça. Massagno, où a joué l'oncle. Ouais, Massagno. Ok, bah il a bien choisi son coin de la Suisse, puisque c'est à côté de Lugano, superbe lac, superbe paysage, près de la frontière italienne. On doit bien manger. Bravo à l'oncle de Michael DeVoe pour ses choix de carrière européenne.
Donc Ben nous disait on va pas drafter Michael DeVoe pour son corps. Alors pourquoi on va le drafter? La question pour toi, Alan. On va le drafter parce que sans rien faire d'exceptionnel, peut-être à part juste le tir extérieur, c'est un joueur qui sur un terrain, je pense, d'emblée en NBA peut être inséré, ne pas faire d'erreur, ne pas pénaliser trop son équipe parce que c'est un joueur mûr, c'est un joueur qui a, je check la stat à un moment où je te parle, plus de 3400 minutes NCAA, qui a starté, alors on parle 90 matchs, qui a toujours été titulaire quasiment dans ses 4 saisons à Georgia Tech, qui a eu un rôle exponentiel, donc changeant le tout en devenant de plus en plus efficace. C'est un joueur mature, c'est un joueur qui sait ce qu'il sait faire, qui le fait bien et qui s'améliore d'année en année. Donc il a vraiment le profil parfait, je pense, du solide joueur de rotation en NBA. Voilà. Alors si on doit comparer à un joueur récent et qui a du succès en NBA au niveau des mensurations et même du profil, on peut comparer à Austin Reeves, qui a quasiment les mêmes mensurations, qui avait aussi fait un cursus de 4 ans à Oklahoma et qui a un rôle dès sa première année aux Lakers. Donc voilà, à bons entendeurs. J'ai besoin de vous poser des questions néanmoins sur Michael DeVoe puisque vous le savez, toute la question ça va être est-ce qu'il va shooter suffisamment bien pour avoir du temps de jeu? En gros c'est ça. Donc à quel point vous croyez en lui, gros shooter? Est-ce que vous pouvez me disséquer son tir? Je commence par toi Steve. Qu'est-ce que tu aimes dans ce tir? Qu'est-ce qu'il y a à revoir? Est-ce qu'il y a une diversité? Est-ce qu'il y a des appuis qui sont toujours bien positionné, bien en rythme? Est-ce qu'il a des particularités, c'est-à-dire qu'il shoot mieux en mouvement ou est-ce qu'il shoot mieux en posant droite-gauche plutôt que gauche-droite? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées chez lui qui pourraient faire capoter la chose ou au contraire faire réussir sa carrière NBA? Moi, je suis très, très confiant sur la qualité de son tir. Je pense qu'il est capable de tirer dans plusieurs contextes, situations de tir différentes. Il est capable d'être sur du catch and shoot. Il est capable de tirer en mouvement à sortie d'écran. Il a une capacité à tirer en sortie de dribble, plus sur transition peut-être pour se créer son propre tir. En tout cas, il est capable de tirer sur transition avec du dribble. Et puis, il a une vraie distance NBA, capable de tirer de loin et vite. Donc, moi, je suis assez confiant sur sa capacité à être un très bon tireur en NBA. Ben, est-ce que tu rejoins ces affirmations? Et pareil sur la technique, est-ce que tu as des choses à redire? Oui, c'est un joueur qui a une motion de tir en deux temps. Donc ça, c'est peut-être la seule chose qui l'handicape un peu. Mais comme je disais, Steve, son range est tellement fort. Est tellement fort. J'ai mélangé les mots fort et bon. son range est tellement fort et profond qu'il n'y a pas vraiment de problème parce qu'il va défier les gars à venir le chercher. Puis c'est un bon passeur aussi. Donc, il va être capable de donner du fil à retordre aux défenses de cette manière-là. Non, moi, j'y crois à Michael DeVoe. C'est en plein style de joueur qui passe absolument sous le radar puis qui se fait drafter beaucoup trop tôt par une équipe qui a fait ses devoirs puis qui va faire avoir l'air tout le reste des gens d'imbéciles parce qu'ils vont avoir fait le bon choix alors que personne ne l'aurait vu. Moi, j'y crois à Michael DeVoe, surtout dans un plus petit rôle, dans un rôle plus précis en NBA de shooter qui va dans plusieurs situations, en sortie d'écran, en pull-up, ou ces choses comme ça. Moi, j'y crois vraiment. Il y a une place en NBA pour lui. Alan, est-ce qu'il peut faire autre chose une fois qu'on lui a contesté le tir, une fois que l'équipe adverse aura fait son travail de scouting d'avant-match et qu'on va sortir sur ses tentatives? Est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose du ballon? Ouais, et là c'est un des trucs les plus intéressants, je trouve, et qui est un peu sous-évalué quand on parle de profil sur les extérieurs, c'est le pourcentage à 2 points. Et en fait, on voit que c'est un joueur qui en carrière a 49% à 2 points. Il a 54% cette année. Donc ça veut dire que en réalité, il peut accéder quand même un petit peu au cercle, il peut poser le ballon au sol, il peut prendre du mi-distance. Il a 40% sur les mi-distances cette année. Non, il a 40%, 20 sur 50. Ouais, c'est ça. Dont 25% sont assistés. Donc les 3/4, il se les crée lui-même. Donc peut-être que on close out fort sur lui, capable de poser un dribble,
et après s'élever pour un mid-range à mi-distance. Alors, je suis pas sûr qu'on lui demandera peut-être ça en NBA où il aura, comme l'a dit Ben, une spécialisation très rapide, mais il est capable de ça. Moi, le pourcentage à 2 points, je trouve que c'est quelque chose dont on a tendance à sous-coter et on surcote peut-être le pourcentage à 3 points, mais c'est aussi important de pouvoir accéder au cercle, pouvoir mettre des flotteurs, pouvoir ne pas être ultra dépendant de son adresse à 3 points, parce que sinon on peut devenir un peu ce qui est c'est des profils un peu différents, mais des joueurs comme Devante Graham, Emmanuel Quickley ou des joueurs comme ça, Kobe White, bah, eux, comme ils ont beaucoup de mal à finir à 2 points, à finir au cercle, et ben eux, ils sont vraiment dans la pure adresse à 3 points. Donc, mais si on regarde les pourcentages au tir, souvent c'est haut dans les 30% à 3 points, mais c'est aussi dans les 30% à 2 points. Et en réalité, ça veut dire que tu as quand même quasiment un tiers de tes tirs, à 2 tiers de tes tirs que tu mets pas. Je pense que Deveau peut être plus à être à 43, 44, 45% au tir global, ce qui pourrait le rendre, je trouve, efficace dans la rotation d'une équipe, en fait. Euh, il est d'une régularité rare au lancer franc, mais pas dans le bon sens du terme pour moi, puisque ça fait 3 saisons de suite qu'il shoot à 75%, ce qui n'est pas du tout signe d'une mécanique élite et d'un shoot élite. Steve, est-ce que tu as des explications à ça ou pas? Non, pas spécialement. Effectivement, c'est curieux. J'ai pas d'explication rationnelle sur le tir au pourcentage. Peut-être une dimension mentale, je sais pas. C'est la seule piste que je vois. Mais il a 40% à 3 points en carrière. Hein. Ouais, bien sûr. Sur presque 500 tentatives, il est presque à 41%. Donc, c'est énorme. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti récemment et je ne vais pas être capable de citer le site, mais si vous me le demandez, je pourrais mettre le lien sur les réseaux sociaux, qui disait que après moult calculs, le critère le plus déterminant, enfin en tout cas la plus grande corrélation entre les stats de shoot NCAA et les stats de shoot NBA, c'était quand même le pourcentage à 3 points. Donc ça veut dire qu'il a quand même de bonnes chances d'être un bon shooter à 3 points, en tout cas de ne pas être médiocre, puisqu'il aura besoin d'être forcément bon pour jouer. Mais en début d'année, je ne sais plus quel coach disait ça, mais il disait en NBA, tu peux jouer que si tu sais défendre au moins une position. Et alors, moi j'ai regardé des matchs comme vous, peut-être moins, mais j'ai pas vu un Michael DeVoe qui était capable de défendre avec une grande efficacité une position en particulier. Steve ou Ben, allez-y les uns après les autres sur la défense de Michael DeVoe. Ouais, il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup de désir de défendre. Il y a une certaine férocité quand il défend, mais non, oui, je pense que ses limitations athlétiques lui causent un problème. Je crois qu'il y a toujours au moins un joueur sur le terrain qui peut défendre en NCAA. En NBA, est-ce que ça va être le cas? C'est pas tous les soirs. Définitivement pas tous les soirs. Je crois que justement, il va peut-être avoir à gagner à faire un peu de G-League pour ça, puis un peu mettre son jeu à niveau. Mais oui, la vitesse latérale, les pieds parfois, ça s'en mêle. Les jambes ont l'air un peu comme des spaghettis. Donc, ça, c'est un bon point d'interrogation pour le niveau suivant. Comme des spaghettis, donc. Steve, vas-y, pour la défense de Michael DeVoe à Georgia Tech, qui mixe individuel, zone, ils font pas mal de défenses différentes. Exactement, ouais. Parfois, ils défendent sur la zone, parfois sur la home. Il est intéressant sur la défense collective, par contre. C'est-à-dire que là-dessus, il est concentré, il est sur les rotations, il a une vraie activité de bras. Mais effectivement, je pense qu'en NBA, du fait de ses limitations physiques, il sera souvent ciblé. Et aujourd'hui, c'est plus un poste 2. Et c'est vrai que quand on compare à des postes de NBA, je pense qu'il aura du mal à tenir c'est un contre 1, effectivement, et qu'il sera ciblé parce que physiquement, il est trop faible. Donc ça, c'est un de ses points négatifs. Alan, est-ce qu'on peut quand même jouer? Est-ce qu'on peut cacher un joueur comme ça? Est-ce qu'il va vraiment être ciblé? Est-ce que ça arrive vraiment à NBA que 5 attaques de suite, il y a un joueur adverse qui soit ciblé comme ça? Bah, écoute, samedi, j'ai vu Max Strus
Tyler Hero et Duncan Robinson jouaient ensemble et ils ont gagné à Phoenix. Et franchement, si tu tombes et franchement, ça allait. Donc, si tu tombes dans un bon environnement avec un coach qui est un peu créatif et surtout un très fort protecteur de cercle. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème de Michael Doe? Omer Yurtseven, c'est pas le meilleur protecteur Non, de cercle que je non, connais. complètement. Non, on est d'accord. Mais en fait, c'est quoi le problème de Deveau? C'est que moi, je trouve c'est que sur le point of attack, il peut pas tenir en fait. Donc, il se fait driver dessus, il peut pas tenir. Sur Donc, le porteur de balle adverse. c'est ça exactement. En gros, voilà, il n'arrive pas à le stopper. Quand il y a un drive du porteur de balle adverse, il n'arrive pas à le stopper. Ce qui fait que ça met beaucoup de pression sur le cercle. Et en fait, ce qu'il faut, c'est des porteurs il faut un protecteur de cercle de qualité derrière lui. Et il faut des ailiers capables de venir aider sur du deuxième rideau et tout ça. Alors en NBA, ça peut se faire avec des coachs créatifs comme à Miami ou comme à Milwaukee ou d'autres choses comme ça se fait. Mais c'est sûr que voilà, ça sera comme l'a dit Steve, comme l'a dit Ben, collectivement, dans l'appréhension collective, quand tu fais 4 ans en SEC, c'est normal que tu as vu pas mal de choses. Donc oui, tu sais faire les rotations. En même temps, son rôle sera moindre. Il n'aura pas le même taux d'usage. Donc je pense il devra gagner ses minutes et rester sur le terrain en défendant. Tandis que là, cette année, en fait, on lui dit un peu, bon, repose-toi un petit peu parce que il fait pas mal de choses comme dans l'attaque de Georgia Tech. Le rôle va un peu changer. Mais ça peut se tenir, mais après, pour terminer les matchs et tout ça, ça sera plus compliqué. Mais on parle d'un joueur qui est plutôt destiné, même s'il peut avoir des surprises, un 6e, 7e, 8e joueur de rotation si tout va bien. Ouais. Ben, c'est quoi son contexte idéal alors? Alan a commencé à toucher le sujet. C'est quoi le contexte idéal de Mike DeVoe? Son contexte idéal me fait penser un peu au contexte de Jordan Nwora à Milwaukee, de jouer dans une rotation vraiment quand même assez profonde, le 8e, 9e joueur, puis d'être amené dans des situations précises face à des deuxièmes unités. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chien se secouer, il vient de se réveiller. Face à des deuxièmes unités, puis il va être amené à sortir des équipes du trou, c'est-à-dire à lancer à 3 points, à avoir un porteur de balle un peu plus créatif et un peu plus dominant que José Alvarado. On salue José Alvarado aussi avec ses cheveux magnifiques. Je le vois encore une fois dans une bonne équipe. Je ne crois pas qu'une équipe qui est en pleine redéfinition ait besoin d'un joueur comme Michael DeVoe. Il va passer peut-être par la G-League, mais une équipe comme les Bucks, les Warriors, le Heat, comme mentionnait Alan, quoique le Heat ont pas mal de joueurs qui lui ressemblent plus ou moins. Là. Donc, ça serait un peu un contexte comme ça qui l'amènerait, je crois, à avoir un certain succès en NBA. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, d'un joueur qui s'appelait Gary Neal. Bien sûr, avec l'Espérance. Entre autres. C'est un peu ce type de joueur-là, le type de joueur qui arrive puis qui met le feu à une deuxième unité puis qui va se rasseoir puis qui tourne sa serviette pour encourager les amis. Est-ce qu'il a cette mentalité, Steve? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça soit un fouteur de feu, quoi. Je le vois rarement dans les grands matchs prendre feu et être l'étincelle pour ses coéquipiers comme Ben vient de le décrire. Moi, je le vois plutôt comme pas forcément feu, mais il est tout le temps là quand même. C'est un leader d'attaque. C'est un leader d'attaque, surtout cette saison où il n'est pas entouré quand même de super joueurs. Et c'est là où son rôle, pour moi, la manière dont je le projetais en NBA aussi un peu évolué, c'est que je pense qu'il peut vraiment être le leader d'attaque d'une seconde unité en NBA maintenant. Mais ça va être plus sur la capacité à jouer 15-20 minutes, avec 15 minutes et apporter sur 15 minutes plutôt que apporter des coups de chaud sur 3, 4, 5 minutes. D'accord. Alors, ça implique du coup beaucoup d'autres choses, ce que tu dis. Ça veut dire que toi, tu le vois pas seulement être un shooter, mais aussi, pourquoi pas avoir le ballon en main. Oui, c'est sur cette saison qu'il m'a convaincu. Il peut être capable de ça. L'année dernière, je le voyais plus effectivement comme un spécialiste vraiment sur du tir,
apporter du spacing. Là, je le vois beaucoup plus être vraiment au centre d'une attaque de seconde unit d'une équipe NBA. Au mieux. Voilà. Oui, après un petit développement, évidemment, mise à niveau, comme disait Ben. C'est ça, parce qu'il a une capacité. Il ne fait pas que tirer à 3 points. Voilà, il est capable quand même d'un minimum organisé, d'initier un minimum, plutôt en second initiateur, mais il est quand même capable de le faire. Il a une capacité à driver, il a une capacité à finir proche du cercle grâce à sa technique en des accents avec les deux mains. Il est quand même assez créatif, il est très propre techniquement. Donc, je pense que, et ce qui est impressionnant cette année, c'est que son usage a augmenté. Et il a réussi, malgré une augmentation de son taux d'usage, il a réussi à augmenter ses pourcentages au shoot et il perd moins de ballons. Voilà, donc c'est assez encourageant, sa capacité à vraiment prendre une attaque et à essayer de performer avec. Alan, on a vu ces dernières années des joueurs qui sont rentrés dans la ligue en tant que simple entre guillemets role player et qui se sont affirmés un peu plus tard comme des créateurs de deuxième unité. Je pense par exemple à Josh Hart, qui est même titulaire maintenant, mais je pense par exemple à Josh Hart. Alors Desmond Bane est en train de l'être, même titulaire à Memphis, mais à un niveau encore. Et toutes nos espérances étant mieux. Terrence Mann, tu vois, du côté des Clippers. Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut avoir ce genre de destin? Est-ce que tu le vois avoir ce genre de destin? Comme le dit Steve. Est-ce qu'il a le handle en fait? Est-ce qu'il a le handle? Est-ce qu'il fait des différences suffisantes? Moi, je trouve premièrement déjà que je suis extrêmement frustré par le schéma offensif de Georgia Tech. Je sais pas ce que Steve en pense, mais en fait, de ce que j'ai vu, je les ai vus contre Georgia, je les ai vus contre LSU, je crois, et je les ai vus aussi contre UNC et un dernier match. Et en fait, je trouve que j'en peux plus de leurs espèces de son jeu avec l'intérieur et il lui remet sur un espèce de une espèce de fausse paint pick and roll et ensuite Devo Navic, je trouve qu'il n'y a pas assez de ball handling là-dedans. Alors peut-être qu'il faudrait les revoir l'an dernier où en fait ils avaient aussi Moses Wright qui je crois est dans l'équipe de G-League des Clippers, qui avait été joueur de l'année, je crois, même en SEC ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que là il y avait oui, joueur de l'année en SEC, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc sur pick and roll, peut-être qu'il y avait des choses. Cette année, je trouve qu'en fait on voit ses stats s'améliorent, il perd moins de ballons. Il fait plus de passes décisives. Il est cette année à plus de 20% de passes décisives. Si je m'abuse, 21%, 14% de perte de balles, c'est pas exceptionnel pour un senior, on va pas se mentir. Mais ça s'améliore. C'est une des premières fois qu'il est quasiment pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il fait vraiment plus de passes qu'il perd la balle. En termes de pourcentage, bien sûr. Donc en fait, c'est un peu décevant en termes de création pour les autres, je trouve. Mais en même temps, le schéma de Georgia Tech, je trouve que cette année, il n'est pas vraiment fait pour le mettre en valeur. On peut vraiment plutôt le faire sortir d'un écran, le mettre en mouvement. Il initie l'action, mais il lâche vite la balle et ensuite on le met dans un corner. On a vraiment compris, je pense, que voilà, il fallait qu'il lead par son scoring. Il a pris 87 tirs à 3 points en 14 matchs pour 41% de réussite. Il pourrait limite même en prendre plus, vu comment il en met. Mais tu vois, sur la création, comme je l'ai dit, sur un Terrence Mann, qui lui, franchement, à Florida State, je trouve, était un peu plus fort dans la création. Josh Hart, lui, c'était un peu différent, un rôle de spécialiste. Et même un joueur comme Max Strus. J'avais été terreur parce que ça m'intrigue. J'ai l'impression de l'avoir raté quand il était à DePaul. Parce que personne ne regardait DePaul, en réalité. Mais il avait plus de création. Personne ne regarde jamais DePaul, Alain. Mais si, pour Paul Reed et Romeo Wims, mais pas pour Max Strus. Mais... Et en fait, il faisait un peu plus de création. Je trouve que Devo, s'il a des capacités de création, elles ne sont pas mises vraiment en avant. Et pour moi, c'est quand même plus un scoreur pour le moment. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais que tu me parles de son handle, parce que je trouve qu'il a des choses très particulières et en même temps très très frustrantes dans sa manière Enfin, c'est très gaucher en règle générale. Exactement, c'est ce que caractéristique. Il est extrêmement de gauche. Moi, je trouve que Alan est un petit peu dur de ses côtés pour le côté distributeur de Michael DeVoe. C'est pas un initiateur. Le côté distributeur, je le trouve quand même intéressant, c'est-à-dire... Oui, il est fonctionnel. Il sait faire les choses, on va dire. Il est fonctionnel et proactif, c'est-à-dire qu'il va chercher la passe tout le temps lorsque la situation se donne. Ce joueur avec un très, très haut QI basket
qui est très. Tu vois que c'est un gars qui aime beaucoup, beaucoup jouer au basket, puis qui est très passionné par ça, puis qui veut toujours faire la bonne lecture de jeu. Donc, je crois qu'il y a quoi? Il y a quoi? 2,5, 3 passes par. 3 passes décisives par match, même si son rôle, c'est clairement de scorer. Donc, on parle de quelqu'un qui lit bien le jeu. Moi, je trouve justement que côté handle, c'est ça qui le limite un peu. Vu qu'il n'est pas explosif, il protège le ballon beaucoup. Lorsqu'il va au cercle, il se fie beaucoup sur justement l'espace qu'il est capable de créer en protégeant le ballon pour être capable de finir. Ce genre de choses-là, ça ne fonctionnera pas en NBA. C'est ça, moi j'ai l'impression aussi que il parvient à créer le déséquilibre chez le défenseur. Je ne sais pas si je vais être très clair. À créer le déséquilibre chez le défenseur, c'est-à-dire à le surprendre par, notamment, il a un dribble dans le dos de sa main gauche vers sa main droite qui est très très impressionnant. Pareil, un dribble de recul en prenant appui fort sur le pied gauche vers l'avant pour revenir en arrière sur son pied droit qui est impressionnant. Et puis après, il en fait rien. Ou en tout cas, il en fait pas grand-chose. Est-ce que c'est un manque d'agressivité, Steve, ou est-ce que c'est un manque de tout simplement de capacité physique? Et dans ce cas-là, ça changera sans doute très très peu puisqu'il a déjà quand même 22 ans. Je pense que c'est plus physique que sur la mentalité, surtout cette année où il a vraiment les clés de l'équipe. Il a la capacité à effectivement créer du décalage. Moi, je trouve que sur le premier pas, il est pas si intéressant que ça. Il arrive à franchir. Et c'est vrai que c'est derrière, sur la réaccélération ou sur la capacité à rechanger de rythme et de direction, où là, on sent qu'il a parfois un peu de mal à vraiment profiter du décalage créé initialement pour pouvoir vraiment finir en ayant une vraie séparation. Et je pense que c'est plus sur l'aspect athlétique que sur la mentalité, sur le mindset. Alan, Ben? Peut-être côté confiance. Puis je ne dis pas confiance en son jeu, mais je dis confiance en son corps. Là. Je veux dire, lorsque tu essaies de créer de l'espace en faisant contact, quand ça ne fonctionne pas, tu viens à croire que ça ne fonctionne pas. Là. Donc, je veux dire, peut-être que justement un travail majeur sur son corps s'impose, ce qui n'est pas impossible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Victor Oladipo, entre Oklahoma City et Indiana, l'avait fait. Victor Oladipo est un meilleur athlète que Michael DeVoe, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine échelle, ça peut se faire. Ça peut rendre Michael DeVoe un meilleur joueur qu'il est présentement. Ouais, je pense que c'est plus physiquement, moi, où la capacité à être tranchant, virevoltant sur le premier pass, créer sa séparation. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il se rend pas les choses extrêmement faciles parce que il n'a pas le corps, mais il comprend, il comprend les timings, les angles. Donc en termes de passe et de création, c'est comme ça qu'il réussit. Il est très fonctionnel, il sait faire la bonne passe quand la faire. Il ne stoppe pas le jeu. Donc ça, c'est assez positif là-dessus. Allez, dernière question. Combien d'années de carrière pour Michael DeVoe en NBA, Alan? Déjà, est-ce que tu le draftes? Je crois que oui, tu l'as dans ton top 40. Ouais, il est tout en bas de mon tier 3, mais donc quasiment entre 30 et 40. Je pense un contrat déjà, et puis potentiellement, j'espère pour lui un deuxième contrat. Donc on dira 7 ans peut-être de carrière. C'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est beaucoup déjà. Il y a des algorithmes qui peuvent être faits qui montrent que sur 60 draftés, seulement 20-25 font carrière en NBA, donc c'est déjà bien. Steve, Ben, est-ce qu'on partage ce pronostic? J'allais dire 6 ans, mais oui, à peu près. Moi, je crois qu'il va apporter de la valeur beaucoup sur son contrat recru parce qu'il va gagner des pécadilles et qu'après ça, il va jongler. Il va jongler d'équipe en équipe jusqu'à ce qu'il se tourne vers, je sais pas, Barcelone puis mette 30 points par match en Euroleague. Steve? Moi, je le vois bien, effectivement, à un moment ou un autre de sa carrière, aller en Europe. Je pense qu'il a le jeu, il a le profil. Et moi qui aime beaucoup l'Euroleague, j'aimerais vraiment le voir dans ce contexte-là où je pense que ça peut être un super joueur Euroleague. Voilà, avant ça, quelques années quand même en NBA, mais j'aimerais bien le voir traverser l'Atlantique. Ah, je suis tellement d'accord avec vous. En fait, il y a le profil pour la Turquie. Ouais, c'est clair. Genre à Taris Fassaka ou quelque chose du genre. Mieux, Alain Adolou ou Fener, mieux que Darussafaka.
Des clubs d'Euroleague. Mais tu sais, l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, Ben, je ne sais pas si tu avais vu énormément de matchs de Sengun en Eurocup. J'ai vu beaucoup trop. C'était BCL ou Eurocup, je sais plus. BCL. C'était BCL. Et il y avait plein d'Américains dans son équipe, là, des mecs un peu comme Michael DeVoe, mais un peu moins bons. Blackmon et tout ça, Joel Berry. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il n'y en avait pas deux frères aussi dans cette équipe-là? Je sais plus. Deux frères Blackmon, je pense. Je pourrais me tromper, mais oui, je me rappelle de Joel Berry qui prenait absolument tous les tirs à 3 points qu'il prenait, là. C'est ça. La ça, gloire de North Carolina. Mais c'est vrai qu'on espère voir Michael DeVoe peut-être avec plus de 10-15 minutes par match un jour dans sa carrière, et donc ça passera probablement par un passage en Europe. S'il pouvait nous régaler sur de l'Euroleague ou de la BCL ou de l'Eurocup, ça serait pas mal. Et pourquoi pas en France, ou pourquoi pas en Suisse, même s'ils n'ont pas de club en Suisse comme son oncle, donc du côté du canton du Tessin. Puisque c'était l'information principale à retenir sur Michael DeVoe, le joueur de Georgia Tech, qui est dans notre dernier board, qui lui-même est sur notre site envergure.co. Merci Steve, merci Ben, merci Alan. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, nouveaux podcasts, des live Twitch, un article par jour ou Scouting Report par jour sur le site. Voilà, il y en a pour tous les goûts, donc vous ne pouvez pas rater ça. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez notre page. On vous fait des bisous et puis prenez soin de vous quand même. À plus.